c'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut! Suite et fin du 13e volet de la série Saylor intitulé Bitcoin, vie cybernétique. Michael et Robert y mènent à son paroxysme leur réflexion sur le lien entre Bitcoin et la violence, en portant leur conversation sur le terrain de la guerre. La conversation reprend de plus belle autour d'un thème absolument essentiel, les dynamiques économiques fécondes qui résultent de la conception novatrice de Bitcoin. Et l'on se concentre sur deux mécanismes ingénieux, la preuve de travail et l'ajustement de la difficulté, dont on retrouve les principes au cœur du capitalisme et au plus profond du vivant depuis la nuit des temps. Tout cela fait de Bitcoin une technologie des plus naturelles. Breedlove et Saylor sont convaincants. Fruit d'un travail d'ingénierie respectueux des équilibres et des dynamiques du vivant, Bitcoin est cette innovation radicale dans le domaine monétaire, cet outil divinement conçu pour se déployer, se renforcer et développer son potentiel au fil du temps sans jamais se figer. Tu verras, tout cela, c'est avant tout une question de boucle de rétroaction négative, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. On arrive donc à la meilleure partie. Bitcoin a dématérialisé les comptables, les auditeurs, la fonction de vérification de la conformité, la fonction opérationnelle, la fonction RH, la fonction des installations, la fonction de sécurité de chaque entreprise financière, banque ou société de transfert de fonds. Bitcoin a également dématérialisé la police civile et la fonction de sécurité municipale partout où cette fonction assurait la protection des biens. Examinons maintenant ce qui se passe lorsque deux pays entrent en désaccord. Pour protéger votre argent, vous avez besoin d'une armée, faute de quoi... Écoutez, je vous laisse compléter l'histoire. Demandez donc aux Espagnols pendant leur guerre civile, aux Français ou aux Polonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Sans armée, vous perdez tous vos droits de propriété. C'est par l'armée, la guerre et par la politique que le système fiat fournit la sécurité géopolitique. Et notez bien, Bitcoin est la première monnaie multinationale, là où toutes les monnaies fiat sont des monnaies nationales. L'or était une monnaie physique, matérielle, nous l'avons remplacée par la monnaie fiat et le système bancaire pour déplacer l'argent plus rapidement, et parce qu'on voulait développer de nouvelles applications dessus. Le prix à payer, ce fut la banque centrale et les banques à réserve fractionnaire. Mais malgré tout, chaque monnaie demeure nationale. Si vous voulez voir son cours perdurer dans le monde sur le long terme, il va falloir vous appuyer sur l'armée, le ministère des Affaires étrangères et la guerre. Voilà le coût véritable du système fiat. Le fait que tous les 20, 30, 40 ans, vous soyez mobilisés pour livrer combat et faire la guerre pour protéger vos biens. Première, Deuxième Guerre mondiale, je vous laisse poursuivre la liste. Bon, maintenant, comment Bitcoin nous met-il donc à l'abri de tout cela ? Bitcoin est un réseau multinational difficilement localisable. Alors oui, certes, vous arriverez à localiser certains mineurs, mais vous échouerez pour les autres. Ils sont hors réseau. La moitié des nœuds environ sont hors réseau ou utilisent le réseau Tor. Donc impossible de savoir où ils se trouvent. De sorte que le réseau Bitcoin n'est corrélé ni à la géographie ni à la juridiction politique. Il se trouve dans le cyberespace. Cela signifie que les différends géopolitiques réglés en Bitcoin le sont sans recours à la guerre.
Une nation veut imposer quelque chose, elle peut y appliquer une taxe, comme une taxe sur le minage de Bitcoin par exemple. Soit son niveau est prohibitif, et dans ce cas les mineurs remballent tout et déménagent, soit il est acceptable au point que les mineurs poursuivent leur activité. Dans tous les cas, le réseau s'ajuste, tout simplement. La résolution est donc pacifique via le processus politique. Il y a guère d'incitation pour moi à lever une armée d'1 million de soldats et de sortir mes bombes atomiques. Tout cela ne m'est d'aucune utilité pour obtenir votre Bitcoin. Et réciproquement d'ailleurs, rien ni personne ne pourra mettre la main sur mes Bitcoins par un tel emploi de la force. Donc, encore une fois, Bitcoin décourage la violence transnationale. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un système fiat conçu pour rendre la monnaie or plus rapide, plus intelligente, plus forte, en la dotant de la meilleure technologie du XXe siècle. Ce modèle du XXe siècle, on l'a repris et remplacé par un modèle à jour pour le XXIe siècle, le modèle de Satoshi, qui rend la monnaie encore plus forte, plus rapide et intelligente. Ce faisant, on efface des sources d'inefficacité gigantesques. Un peu comme si vous remplaciez toutes les banques, tous les bureaux de change et puis la moitié du département de police et des armées. Prenez la moitié de tout ce système fiat exclusivement dédié à la protection des flux monétaires fiat, retirez-la et observez le résultat. Bitcoin nous fournit un système monétaire ô combien meilleur et 1 million de fois moins cher. 1000 fois moins cher, ce serait sans doute le sous-estimer, mais on peut dire au moins 1000 fois moins cher. Et cela correspond à une cristallisation massive ou un effondrement vers un état d'énergie inférieur. Cela vous permet de fournir 1 million de fois plus de sécurité et de déplacer de l'argent à la vitesse de la lumière, argent que vous pouvez rendre 1 million de fois plus intelligent pour 1 million de fois moins cher. Toutes ces choses simultanément. C'est comme inventer la fusion froide. Je prends un morceau de sucre, je divise l'atome, je prends cette bouteille d'eau et je fais tourner un réacteur à fusion dessus. De quoi alimenter toute la civilisation pendant 1 année, juste avec cette bouteille. Ce que ça va apporter à la condition humaine, c'est de cet ordre. On est sur ce genre de technologie révolutionnaire. Robert. Ouais, c'est une réduction massive de la rareté, laquelle est véritablement le prétexte de la guerre. Les gens se battent pour des ressources rares. Et s'il y a bien une notion universelle sur laquelle les êtres humains peuvent s'accorder, c'est que la guerre, c'est mauvais. C'est l'activité la plus anti-économique à laquelle nous pouvons nous livrer. Mobiliser du capital pour aller en détruire, en sacrifiant également beaucoup de vies humaines, bien sûr. On peut considérer la guerre, du moins au XXe siècle, comme la modalité violente permettant d'atteindre un consensus sur la propriété. Pour décider de qui possède quoi, les pays ont levé des armées et sont partis en guerre, traçant des lignes sur la carte en déclarant « ça, c'est à moi ». Ça, c'est à toi. Et Bitcoin est cette modalité alternative, pacifique, permettant d'aboutir à un consensus. Une alternative pacifique à la guerre à bien des égards. Michael. Ouais, clairement, la guerre franco-prussienne fut menée pour des questions de territoire, tout comme la Première Guerre mondiale, conduite pour la terre, ou la Seconde Guerre mondiale, idem. Voilà aussi pourquoi les Mongols se sont battus, sans parler des croisades, ou les guerres franco-indiennes, impliquant les colonies britanniques et françaises en Amérique du Nord. Toujours le même enjeu, la terre. Même pour la Révolution américaine, on peut soutenir qu'il était encore la question du contrôle de la terre. Robert, territorialité. Michael, la guerre américano-mexicaine, une histoire de terre. Tout comme la guerre hispano-américaine d'ailleurs. Tant de conflits menés pour la terre. Si la moitié de l'argent de l'humanité était logé dans Bitcoin plutôt que dans la terre, alors la propriété ne serait plus un butin de guerre. En passant, cette expression « butin de guerre », elle est bougrement importante, il me semble. L'or est un butin de guerre, comme la terre, mais Bitcoin, la propriété numérique, n'en est pas un. Donc, si vous avez beaucoup d'argent et que vous l'investissez dans l'or, je vous abats d'une balle et je saisis votre or. Si vous l'investissez dans la terre, idem, je vous tire dessus et je me l'approprie. Si c'est dans Bitcoin que vous l'investissez, mon arme est inutile, je dois vous convaincre et pour vous en soutirer, pas d'autre moyen que de négocier. Robert. Ou alors sinon, vous devez procurer un service, n'est-ce pas ? Servir le client, fournir un service de valeur à quelqu'un disposé à vous en payer le prix. Ainsi, Bitcoin est un butin de paix et non un butin de guerre. Michael. Et vu sous cet angle, vous vous demandez à quoi bon stocker dans ce butin de guerre mon temps, mon énergie ou le travail de toute une vie ? Pourquoi ne pas plutôt le stocker dans un butin de paix ?
C'est juste mieux à tout point de vue. Quelques réflexions supplémentaires sur le modèle Bitcoin et la preuve de travail avant d'approfondir les dynamiques de l'ingénierie. Le modèle de la preuve de travail peut se résumer de la manière suivante. Je produis un travail important en utilisant de l'énergie, je génère beaucoup de hachage, je cherche à résoudre le problème. J'y parviens et je revendique ensuite la récompense. Je suis rémunéré pour mon travail. Le travail exécuté par le mineur de Bitcoin a cela d'incertain que rien ne garantit qu'il va gagner le bloc, même s'il est sûr que quelqu'un va le gagner. On a là un groupe d'individus engagés dans une lutte pour l'énergie dans le système. Chaque jour, 900 bitcoins sont extraits, 450 depuis le dernier halving en avril 2024, et un paquet de frais de transaction sont payés. Tous les mineurs de bitcoin rivalisent via un travail honnête pour remporter leur part de cette énergie. L'ajustement de la difficulté constitue l'autre facette du système bitcoin. À mesure que le nombre de mineurs et le taux de hachage augmentent, la difficulté du minage s'accroît. Cette difficulté, on peut se l'imaginer comme un protocole de compétition, là où l'algorithme de preuve de travail est le protocole de travail. En un mot, le réseau Bitcoin repose sur un travail compétitif. C'est bien là quelque chose d'unique pour un système financier, pas vrai ? On n'a jamais rien connu de tel dans le système fiat. Vous allez me dire qu'on avait quelque chose de similaire avec l'or. Beaucoup de travail pour l'extraire, aucune garantie d'en trouver, mais si vous trouvez de l'or, vous pouvez le vendre, vous serez payé pour cela. Donc il y a un coup à jouer, et puis plus il y a de gars qui se lancent dans l'aventure, plus il y a de concurrence pour extraire l'or. Donc il y a des similitudes. Toutefois, l'idée la plus intéressante ici est que l'on retrouve ces notions de travail et de difficulté au cœur du capitalisme. Bitcoin constitue un microcosme du capitalisme en quelque sorte. Prenez une industrie, une entreprise. J'y travaille, j'y bosse dur pour gagner de nouveaux clients. Et si j'y parviens, je suis payé en conséquence. Mais il n'y a aucune garantie que je les obtiendrai. Si je lance un resto, je peux me planter, mais je peux aussi connaître le succès. Et si toujours plus de gens ouvrent un restaurant, ça se complique pour moi. Peut-être bien que le marché va grossir, ou peut-être bien que non, je sais pas. Il y a de l'incertitude et il y a de la concurrence. Ce qui est assez clair, c'est que si je suis incompétent et que je ne me lève pas le matin pour aller bosser tous les jours, il va rien se passer pour moi. Idem, impossible de vous garantir que vous extrairez le prochain bloc. Je peux vous assurer que vous ne trouverez pas le prochain bloc si vous éteignez vos mineurs. Je ne peux pas vous assurer que votre film fera un carton. Par contre, si vous ne le tournez pas ou si vous ne le terminez pas, je peux vous garantir qu'il ne figurera pas au box-office. Donc dans le capitalisme, on a des milliers et des milliers d'industries et de marchés, des groupes de concurrents et tout le monde travaille. Certains dénichent de meilleures techniques. Les mineurs S19 sont sortis, sont bien meilleurs que le modèle S9. Développez donc un nouveau mineur de Bitcoin. Rien ne vous empêche d'innover, d'inventer une nouvelle technique ou d'en optimiser le fonctionnement, de trouver une matière première moins chère. Tout ce que l'on observe dans le minage de Bitcoin est à l'œuvre dans toutes les industries. Donc en soi, le capitalisme est une preuve de travail avec un ajustement de la difficulté, un ajustement qui a bien lieu. Tenez, lancez donc votre propre entreprise de téléphonie mobile en 2021. Concurrencez donc Apple Computer. On a là un niveau de difficulté passablement élevé. Robert, et c'est capital. C'est une excellente façon de le voir, car les profits qui découlent d'une entreprise florissante suscitent l'intérêt de la concurrence. Si vous générez une marge bénéficiaire de 30%, d'autres entrepreneurs vont chercher à venir vous la grignoter. C'est l'ajustement de la difficulté dans le capitalisme. L'industrie en devient plus compétitive et il est plus difficile de réussir. Et réciproquement, si vous commencez à générer des pertes, vous expulsez de fait la concurrence, certains font faillite. C'est une perspective très intéressante et par le passé, j'ai qualifié Bitcoin de fractal du marché libre. Comme s'il s'agissait de son propre petit libre marché imposant des principes de libre marché à grande échelle. Michael, Bitcoin est basé sur le capitalisme. Disons que Satoshi a créé un système de travail compétitif et honnête pour allouer la responsabilité et les récompenses du réseau. Cela dit, on pourrait tout aussi bien affirmer que Bitcoin est basé sur un système de contrôle d'ingénierie classique. Une boucle de rétroaction négative du premier ordre. Penchez-vous sur le fonctionnement de n'importe quel profil aérodynamique, aérospatial, n'importe quel avion, système de contrôle, système balistique ou système de ciblage.
on a des systèmes de contrôle et des mécanismes cybernétiques. Bon, ça marche comme ça. J'essaie un truc, je rate, j'ajuste, j'essaie à nouveau, et cette boucle de rétroaction négative permet de converger. Dans Bitcoin, l'ajustement de la difficulté est cette rétroaction négative. Et pour rester en phase avec le calendrier d'émission de Bitcoin, le paramètre de contrôle cherche à converger sur la fréquence d'un bloc toutes les 10 minutes. C'est pas si différent d'un pilote automatique que vous activez pour vous rendre du point A au point B sur une période de 100 unités de temps, qu'une minute vient de s'écouler et que vous avez prévu d'y arriver dans 100 minutes. Vous accusez du retard, vous vérifiez et vous accélérez. Si au contraire vous êtes en avance sur le calendrier, vous vérifiez et vous ralentissez. Vu que vous voulez accomplir 100% du travail en 100 minutes, vous vous servez de votre boucle de rétroaction négative. On en trouve dans les thermostats, les pilotes automatiques et dans quantité d'autres dispositifs d'ingénierie. Ce type de boucle de rétroaction est au cœur de chaque marché capitaliste. Point suivant. Bitcoin est fondé sur le capitalisme, lequel est basé sur la nature. Ces exemples de travail et de difficulté, où est-ce qu'on les observe ? À la chasse, par exemple. Disons que je suis un prédateur. Je me lève le jour et je chasse. Y a-t-il une quelconque garantie que je vais attraper quelque chose ? Non. Que se passe-t-il si je ne chasse pas ? Je suis assuré à 100% de mourir de faim. Et si je chasse, peut-être que je serai le meilleur chasseur, celui qui attrapera la gazelle. Ou peut-être que je vais manquer de chance et qu'un autre, moins méritant que moi, l'attrapera. Il y a de l'incertitude. D'ailleurs, je vais peut-être les attraper toutes, les gazelles, décimer leur population. Et là, il me faudra changer mes paramètres. Donc, dans la nature, proies et prédateurs coexistent dans cet état d'équilibre constant. Les plantes et toutes les formes de vie sont engagées dans une forme de travail. Dans quel but travaillent-elles toutes et que cherchent-elles à faire ? Puiser de l'énergie dans l'écosystème, tout simplement. Pour les arbres, il s'agit de capter la lumière du soleil, non ? Quant aux proies, elles mangent les feuilles de ces mêmes arbres et nos prédateurs s'attaquent à elles. La difficulté, elle s'exprime de la manière suivante. Une fois que les girafes ont dépouillé les arbres de toutes leurs feuilles, seule celle dotée du cou le plus long parvient encore à atteindre les quelques feuilles restantes. Toutes les autres meurent de faim. Ça, c'est de l'ajustement de difficulté. La créature la plus lente ou la plus malchanceuse se fait dévorer et c'est parfait comme ça. En revanche, la semaine suivante, tous les loups doivent se lancer à la poursuite de créatures beaucoup plus rapides que celles qu'ils ont pu attraper jusqu'alors. Et réciproquement, la boucle de rétroaction est continue et pousse à la survie du plus apte et à l'évolution du groupe. Robert, peut-on dire pour autant que l'ajustement de la difficulté fait de Bitcoin la première monnaie de l'histoire qui s'adapte à l'action humaine ? Darwin a déclaré « Il me semble que ce n'est pas la créature la plus forte, la plus rapide ou la plus intelligente qui survit, mais celle qui s'adapte le mieux au changement. Bitcoin dispose de cette faculté. Peu importe comment vous voulez la nommer, inférence bayésienne, boucle ODA, Bitcoin s'adapte constamment à son environnement. Et voilà pourquoi elle surpasse toutes les autres formes de monnaie. » Michael, l'expression qui résonnait dans les couloirs du MIT à l'époque où j'y étudiais était « système de contrôle adaptatif ». Vous voulez construire des choses compliquées, comme aller à la vitesse du son, plus vite que ce qu'un être humain peut percevoir ? Dans ce cas-là, il va vous falloir concevoir un système de contrôle adaptatif. Tesla essaie d'intégrer un tel système de contrôle adaptatif dans le pilote automatique de leur voiture. C'est la pierre angulaire de la plupart des avancées humaines. On doit même pouvoir dire des gens de chez Google qu'avec leur IA, ils mettent au point un contrôle adaptatif via l'IA avec des systèmes d'apprentissage automatique qui apprennent, s'adaptent et évoluent. Tout cela basé sur la rétroaction, comme le principe de formation des réseaux neuronaux. C'est de la rétroaction à l'état pur. Faut entraîner le réseau, je l'entraîne, je vous dis que c'est bon, je vous montre maintenant le prochain truc, je vous dis que c'est pas bon, et plus l'ensemble de formations s'étend, plus je m'entraîne, plus vite j'apprends, pour peu que je dispose de telles boucles de rétroaction. Robert, une forme d'entraînement permettant de modifier en permanence sa forme physique environnementale et de l'ajuster continuellement. Michael, alors le réseau de preuves de travail de Bitcoin, c'est quoi au juste ?
C'est un système de contrôle adaptatif pour la monnaie. Et peut-être bien le premier système monétaire adaptatif. Mais à quoi s'adapte-t-il ? Quelle est la fonction de contrôle ? Reprenons un instant notre définition critique de la monnaie idéale. Un registre partagé, immuable, exact. Eh bien, Bitcoin est un système de contrôle adaptatif et il vise juste, il s'autocorrige. C'est un système monétaire autocorrecteur. Tiens, prenons l'or. Comment a-t-il bien pu dérailler ? Eh bien, on a démarré avec 21 millions de pièces d'or, puis quelqu'un a pillé l'Empire Inca et on en a ramené 10 millions de plus. On s'est retrouvé avec 31 millions de pièces d'or. Mais où est le dispositif autocorrecteur ? C'est pas 31 millions que je veux, c'est 21 millions. Là, je viens de diluer de 30% la valeur de la civilisation. C'est pas autocorrecteur du tout. Quelqu'un vient de produire 2% d'or en plus. Mais c'est pas autocorrecteur. Prenez votre thermostat. S'il cumule une erreur de 2% chaque année, ce thermostat avec lequel vous avez grandi depuis votre enfance, il va vous griller d'ici à ce que vous ayez 47 ans. Ajoutez 2 degrés par an à votre thermostat et il fera 182 degrés d'ici à votre retraite. Vos livres vont brûler à Fahrenheit 451. C'est juste une question de quelques années. Pas question de tolérer une dérive de 2%. Alors 7%, encore moins. Tous ces systèmes de contrôle adaptatif, comme la machine à vapeur basée sur une rétroaction négative, les thermostats, même la longitude, on en a parlé. Comment John Harrison a-t-il inventé la longitude ? Comment calculer la longitude en mer ? 2 horloges. Il vous faut 2 horloges. Et comment s'assurer qu'elles conservent la mesure exacte du temps lorsque les variations de température en compriment ou en dilatent les composants internes ? Je dois insérer ou caler 3 couches différentes. L'une d'entre elles doit se contracter lorsque l'autre se dilate pour qu'elle se compense et élimine le biais. Hors de question de se permettre le moindre écart. On vise la perfection. Idem, comment s'assurer du bon fonctionnement d'une montre ? Il ne s'agit pas de perdre 2 ou 5 secondes par jour. Il faut que ce soit parfaitement synchro. Sinon, vous allez louper votre objectif de 100 mètres, pas vrai ? L'ingénierie tout entière est basée sur la correction des erreurs et les systèmes de contrôle adaptatif. Et Bitcoin est un système monétaire autocorrecteur, à la différence de la monnaie fiat, de l'or et de toutes les monnaies marchandises. Personne ne peut jouer à Dieu. Si Dieu réajustait le nombre de pièces d'or à 21 millions chaque fois que quelqu'un tente d'en glisser une autre, là, on aurait un système autocorrecteur. Avec l'appui d'une divinité, vous pouvez perdre un truc, le dénaturer, le contrefaire ou je ne sais quoi. Il n'est pas impossible que vous ayez un système autocorrecteur. Mais on n'est pas dans ce cas de figure. Avec le fiat, on le sait bien, il n'y a rien de vrai. À tel point que personne ne sait combien il y a de dollars, pas vrai ? Dans notre monde, ici-bas, il y a 2 choses qu'on ignore. La quantité de dollars et le nombre d'onces d'or. Et une chose dont nous sommes absolument certains, c'est le nombre de bitcoins déjà créés et qui restent à miner. Satoshi a conçu un système de contrôle adaptatif pour la monnaie. Un système autocorrecteur, soit finalement un système assez naturel, conservateur, organique. Regardez les créatures évoluer dans la nature. Elles doivent constamment rivaliser dans leur écosystème et elles se portent en excellente santé. Quand j'en fais des créatures de zoo, elles cessent de rivaliser. Au moment où vous transformez en créature de zoo, que vous êtes nourri, confortablement assis dans un fauteuil à regarder Netflix, votre santé décline et ça vous rend plus fragile. Donc toutes ces monnaies fiat sont des monnaies créatures de zoo. Elles sont pas naturelles. Réfléchissez un moment. Quand on dit c'est pas naturel, c'est qu'on réalise que les choses saines sont naturelles parce que la nature est conservatrice. Et je ne parle pas là de conservatisme politique. J'entends physiquement, thermodynamiquement conservateur. Jamais la nature ne va prendre 22 créatures pour les transformer du jour au lendemain en 57 millions de créatures. Si vous en avez 22 et que 3 meurent, il vous en reste 19. La nature est conservatrice, il y a des conséquences. Et si un loup mange tous les cerfs et qu'il n'y en a plus, alors il meurt de faim et les cerfs font leur retour. Il y a des conséquences. Bitcoin est merveilleusement conçu car, petit a, le protocole est conservateur et mathématiquement exact. Et petit b, l'algorithme de preuve de travail encourage un travail honnête, égalitaire, ouvert. N'importe qui peut l'effectuer. Je peux faire ce travail avec de l'énergie brute, avec de nouvelles machines, n'importe où dans le monde et personne ne peut m'en empêcher.
Cela en fait donc un système naturel ouvert, pas fermé. Votre créature de zoo, elle vit dans un système fermé et climatisé, et les animaux sauvages vivent dans un système ouvert. Les créatures de zoo s'adapteront à un environnement fermé, tandis que les animaux sauvages vont évoluer et s'adapter à un environnement ouvert, beaucoup plus stimulant. Un exemple critique d'adaptation à un environnement fermé ? Vous êtes là, en surpoids pondéral de 150 kg parce que vous êtes avachi dans un canapé à regarder Netflix. Il n'y a pas de prédateur obèse. Robert, ouais, le rapprochement que l'on peut faire entre Bitcoin et la vie est qu'en fin de compte, l'un et l'autre manifestent essentiellement une stratégie de survie. Notre ADN résulte des leçons collectives tirées de notre stratégie de survie et accumulées à travers l'histoire. Un peu comme une blockchain organique. Et Bitcoin, ce n'est qu'une stratégie de survie pour la monnaie. La vie est cette stratégie qui se propage à travers la chair, tandis que Bitcoin se propage à travers le code, tous deux corrigeant leur propre comportement. La vie trouve intelligemment ce qu'elle doit faire pour se développer et étendre son ADN dans le futur. Et le Bitcoin s'adapte au comportement humain pour se propager dans le futur. Donc quand on dit que ce truc est un organisme, c'est pas juste une analogie, ça se rapproche de la vérité en fait. Michael, Bitcoin est une vie cybernétique. Et quand vous jouez à Dieu, Satoshi a créé la vie, n'est-ce pas? Il y a un code génétique et vous décidez, est-ce que je le relâche dans l'aquarium ou dans l'océan? Est-ce un animal de basse-cour, un animal domestique, une créature de zoo, ou est-ce qu'on le relâche dans la nature? Bitcoin est une vie cybernétique relâchée dans la nature, car la preuve de travail est intrinsèquement sans permission, ce qui signifie qu'elle était destinée à vivre dans n'importe quel environnement et à se propager partout sans qu'on puisse la maintenir en cage. Si la maintenir en cage est ce que vous cherchez à faire, vous allez en perdre le contrôle. D'autres formes de vie cybernétique ont été conçues pour ne pas aller dans la nature. C'est le cas des systèmes à preuve d'enjeu. Une preuve d'enjeu ressemble davantage à un animal de basse-cour ou une créature de zoo. Vous avez créé un animal domestique assez inoffensif, sans doute doté d'un joli panache, mais aucunement destiné à évoluer dans la jungle. Imaginez une créature domestique. La laisser évoluer en liberté serait profondément injuste, pas vrai? Robert, cette analogie est on ne peut plus appropriée, parce que quand on y réfléchit, le seul moyen que la monnaie fiat a trouvé pour survivre, c'est de se loger entre ces couches d'isolation légale. Relâchez la monnaie fiat dans la nature, mettez-la en concurrence avec les autres, laissez-la s'appuyer sur ses propres mérites et rien d'autre, elle va s'effondrer en un instant face à l'or, au bitcoin ou quoi que ce soit. Michael, ouais, la monnaie fiat est un autre exemple d'une monnaie domestiquée. Bitcoin et la guerre. La guerre, j'y connais pas grand-chose. Dans mon métier précédent, je me suis bien gardé d'aller bosser dans les pays en conflit ou sur les terrains humanitaires hyper chauds. J'étais OK pour les régions difficiles, pour peu qu'elles soient relativement stables politiquement parlant. Donc la guerre, je m'en suis tenu bien à l'écart. Au collège, il y avait des gars fans de sapes militaires, vestes, pantalons, treillis, avec leurs posters de tanks et de bataillons d'artillerie au-dessus du lit. Pour moi, ces gars vivaient dans le passé, j'y voyais un trip nostalgique, vestige culturel de famille engagée pour la défense de la patrie. Rétrospectivement, il y avait sans doute là aussi quelque chose de l'ordre de l'instinct, un truc profond qui les guidait, une obstination qui s'opposait au narratif ambiant d'une Europe et d'un monde riche et paisible à jamais. Ces mecs-là lisaient des bouquins, des livres d'histoire. Le tragique, le sacrifice patriote, la bravoure, tout ça, ça les fascinait. Pour eux, la guerre était toujours présente, juste assoupie. Quant à Bitcoin et aux bitcoiners, voilà 15 ans qu'ils ont entrepris de mettre un terme à l'orgie fiat qui sape les fondements socio-économiques et moraux de nos sociétés. L'essor du projet coïncide avec le réveil de tensions géopolitiques latentes. Il y a une décennie encore, établir le lien entre un contexte macro-décadent et l'absence de monnaie saine était loin d'être évident, malgré les efforts de bitcoiners libertariens notamment qui le théorisaient. Aujourd'hui, la plupart des monnaies fondent à vue d'œil, le dollar hégémonique est fragilisé et les moyens d'information inouïs à notre portée nous permettent de saisir, en partie au moins, la dimension monétaire du chaos grandissant. Moi,
c'est à la sortie de l'étalon Bitcoin de Saif Dinamous que j'ai commencé à percevoir le lien entre Bitcoin et la guerre. Ce livre clé explique comment le système monétaire fiat a nourri l'insatiable folie guerrière du XXe siècle. C'est là que j'ai commencé à percuter. Fin de l'étalon or, pétrodollar et la surpuissante US Navy déployée oubi et torbi pour soutenir ce privilège exorbitant. Cette question phare du 13e volet, Bitcoin et la guerre, est plus que jamais d'actualité. Si tu veux approfondir, tu trouveras sur le site des contenus de qualité triés par niveau. Ça se trouve dans le cadran inférieur droit. Influence de Bitcoin sur le développement institutionnel et social, catégorie politique, section Bitcoin, sécurité, guerre et violence. Et tu y retrouveras toute une librairie de contenus variés, Yorick de Montbin, Saif Dinamous, Gigi, Saylor, Breedlove, Lowery, The Bitcoin Policy Institute, etc. Ça constitue un bel éventail de points de vue qui s'accordent volontiers sur le constat suivant. S'il est difficile de pronostiquer en détail comment les incitations au minage de Bitcoin et son adoption par les États affecteront le calcul de la violence entre les nations, tout porte à croire que Bitcoin réduira les incitations à mener des guerres conventionnelles à grande échelle. On peut aussi imaginer qu'il découragera les velléités d'occupation territoriale impérialiste, ce qui rejoint les propos de Saylor. Cela dit, indépendamment de Bitcoin, les modalités de la guerre évoluent vite au rythme spectaculaire de l'amélioration des technologies militaires. Il suffit, pour s'en convaincre, d'observer les escadrons de drones furtifs capables d'accélération et de trajectoires phénoménales, ou la sophistication exponentielle de la guerre cybernétique. La guerre change de visage. Quant à la prévalence de la dissuasion nucléaire, eh bien peu de chances qu'elle se trouve affectée par Bitcoin, au moins dans un avenir proche. Bon, tout cela, ça concerne la guerre. Mais dans ce 13e volet, il est aussi question de la Proof of Work et du dispositif d'ajustement de la difficulté. Deux mécanismes caractéristiques de Bitcoin complètement inédits dans l'histoire des technologies monétaires. Avec Bitcoin, on l'a dit, la conception et la gestion de la monnaie quittent la sphère machiavélique du politique pour rejoindre celle du scientifique. Outiller l'homme d'un moyen fiable d'échange de la valeur dans l'espace et dans le temps, c'est désormais une affaire d'ingénieurs. Et ces derniers ne jurent que par l'utilisation de boucles de rétroaction négatives. Avec de telles boucles, en compensant les écarts, on ramène un système complexe vers un état de référence. Dans notre cas, ce qu'on veut, c'est une fréquence de minage et l'équilibre. Un bloc toutes les 10 minutes pour respecter le calendrier d'émission de Bitcoin. La boucle de rétroaction réajuste la difficulté du minage à la hausse ou à la baisse toutes les 2 semaines. 2016 blocs. Cela participe à la résilience de Bitcoin, lui permettant de faire face à des aléas majeurs comme en cette période de mai-juin 2021 où la Chine, qui concentre alors près de 45% du hachage mondial, suspend le minage de Bitcoin sur tout son sol. Pas d'interdiction drastique, comme cela nous fut présenté par les médias, mais une suspension visant principalement à restreindre la fuite des capitaux associés aux grandes fermes de minage et la réorganisation du secteur autour d'acteurs moins importants, concentrant leur activité sur la valorisation d'énergies renouvelables gaspillées. La suspension est néanmoins violente. Les mineurs débranchent leurs équipements à la hâte, le revendent à l'étranger ou déménagent tout. Mécaniquement, le taux de hachage chute de façon spectaculaire, mais la difficulté se réajuste automatiquement à la baisse pour compenser ce déclin historique de la puissance de calcul. Bitcoin va passer ce crash test grandeur nature haut la main. En effet, 6 mois plus tard, le réseau a retrouvé puis dépassé la puissance de calcul et le niveau de difficulté atteint juste avant le choc. Alors, si tu veux creuser le sujet plus en détail, je te recommande vivement de lire L'élégance de Bitcoin, un remarquable ouvrage de Ludovic Lars, clair, concis, précis, très complet. Autre notion clé de cet épisode, Bitcoin, microcosme du capitalisme. C'est pertinent.
Bitcoin et ce marché ouvert à tous, où le jeu de la concurrence pousse à l'excellence et récompense le mérite. L'espace est encore vierge de tout interventionnisme d'État, zéro planisme, respect de la propriété privée, pas encore de parasitisme à déplorer. La distribution géographique de Bitcoin, sa décentralisation sont des atouts car sa capture réglementaire dans une juridiction donnée profite aux juridictions voisines qui attirent à elles les parties prenantes. Enfin, pour terminer, une réflexion sur ce lien entre Bitcoin, le capitalisme et la nature. Vaste sujet. Par où commencer ? Ouais, la vie, la nature, dans son ensemble, brutale, cruelle, terrifiante, magnifique, bienveillante, cosmique. L'évolution permanente, l'équilibre dans le mouvement, des feedback loops négatifs partout, intégrés dans le vivant, contraste manifeste avec le zoo, où des créatures hyper administrées tournent en rond, prisonnières d'une infâme boucle de rétroaction positive. La suppression graduelle de leurs instincts naturels normalise leur captivité, ce qui progressivement les conduit à se résigner jusqu'au renoncement de leur esprit sauvage. D'un côté, on accueille l'impermanence de la vie, on évolue, on renforce. De l'autre, on fige l'environnement, on brise tout élan adaptatif, on fragilise. Deux réalités comme deux points distants sur ce même continuum où l'on pousse le curseur d'un côté vers plus de liberté, de l'autre vers plus de sécurité. Et le privilège de notre espèce, c'est de pouvoir actionner ce curseur au fil des générations. Les règles de vie en groupe des autres mammifères n'évoluent guère, là où, dotés de cette capacité unique à conceptualiser, nous avons pu élaborer et tester quantité de règles et principes pour vivre en société. Des millions d'années durant, l'homme est terrifié à l'idée de se faire dévorer par un prédateur, de se blesser et de se retrouver abandonné. Donc la sécurité, il en a besoin, c'est existentiel. Un abri, de quoi manger, se protéger des menaces, c'est la base de la pyramide de Maslow. À partir de là, à tâtons, il perfectionne des codes, des lois, des religions, des constitutions pour guider, pour cadrer nos interactions. La tension entre liberté et sécurité est évidente. On cherche des compromis, on commence à jouer avec des règles et des mesures. Idéalement, ce qu'il faudrait, c'est sans doute un truc façon partition de jazz, dont le thème et la structure imposent au groupe un cadre commun pour cheminer loin, ensemble, un cadre dont les limites, une fois intégrées, permettent à chacun d'exceller dans l'expression de sa singularité. Bon, ça c'est l'idéal. Dans les faits, c'est souvent façon hardcore metal. Bilan sommaire des innombrables expérimentations menées par nos congénères, les principes au cœur du capitalisme permettent à l'individu et au groupe de trouver un équilibre sécurité-liberté pas dégueu du tout. Bien loin de figer leur développement, ils le stimulent au contraire. Est-ce parce que le capitalisme s'appuie sur des principes fondamentaux du vivant ? Compétition, sélection, adaptation et accumulation ? Pourquoi pas ? Ouais, mais l'accumulation, pourquoi est-ce un principe fondamental du vivant ? C'est le stockage d'énergie, dans les racines ou sous forme de graisse pour faire face à un avenir incertain. C'est aussi la mémorisation des connaissances, un plus pour l'adaptation. Tu vois ? Alors cet éternel procès du capitalisme que l'on accuse de pousser ses dynamiques naturelles à l'extrême jusqu'à en déséquilibrer le cosmos, c'est en contradiction totale avec l'idée phare de cet épisode. Bitcoin et le capitalisme sont conçus à l'image de la nature, sur l'emploi de systèmes de contrôles adaptatifs, des mécanismes prévus précisément pour éviter ce type d'emballement, d'amplification incontrôlée qu'occasionnent les boucles de rétroaction positives. La plupart des vices et des maux dont on rend le capitalisme responsable trouvent leur origine, pour l'essentiel, dans l'intervention maladroite et obsessionnelle de l'État qui vient perturber et gripper ses dynamiques naturelles. Et sa créativité n'a pas de limite en la matière. Te souviens-tu de ce passage de l'épisode 72 où Saylor décrivait le terrible impact des atteintes à la libre concurrence ?
On était déjà dans le même registre animal. Les lions en viennent à se lasser de la chasse aux antilopes. Ils s'en plaignent auprès du garde forestier, qui décide d'entraver les antilopes. Les lions s'engraissent et deviennent de plus en plus idiots. Les antilopes en meurent toutes. Puis c'est le tour des lions, qui périssent tous à leur tour. Et le garde forestier, il met tout ça sur le dos de la météo. Ouais, son adresse rhétorique est diablement efficace. Lui dont le discours consiste à offrir toujours plus de protection et promettre un retour à l'état originel, celui où les hommes sont tous égaux, libres et bons. Faut juste lui laisser les clés de l'atelier, afin qu'il nous bricole l'ultime modèle d'ingénierie sociale qui nous ramènera paix, prospérité et fraternité. Génial. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Like, tweet, partage cet épisode autour de toi pour faire connaître un peu ce podcast. Je te souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée. Ciao.